des camptoïstes, on va appeler ça comme ça, qui ont tellement soif de changement qu'ils sont prêts à mettre même un Ibrahim Traoré au Cameroun pour le changement. Donc c'est un peu ça, quoi. Et donc, cette soif de changement va souvent créer ce qu'on appelle un extrémisme dans la contestation. Euh, c'est quelque chose en fait, c'est quelque chose d'ailleurs de très ancien. Hein, donc moi j'ai essayé de faire quelques petites recherches là-dessus cet après-midi parce que j'y pensais comme ça. Et en fait, il suffit toujours lorsque la lutte pour la justice ou la liberté devient une sorte de dogme en fait. Voilà. C'est-à-dire que ça va toujours surgir. L'extrémisme dans la contestation va toujours surgir lorsque la lutte pour la justice, la liberté et pour beaucoup d'autres choses, hein, l'égalité, va devenir en fait une sorte de forme de dogme, pardon. Et il est quand même important quand même de rappeler en introduction que l'extrémisme dans la contestation va toujours naître. Qui dit va sur la page de Lily Spirit. Oh putain. Donc l'extrémisme dans la contestation va toujours naître d'un paradoxe. C'est qu'il y a ceux qui dénoncent la tyrannie, c'est que ceux qui dénoncent la tyrannie finissent parfois par adopter les méthodes du tyran. Ils vont justifier leur violence ou leur intolérance, par exemple, au nom d'une pureté révolutionnaire. Je sais de quoi je parle, hein, je subis ça. Psychologiquement, c'est une dérive de la colère légitime en une haine morale. C'est une dérive, en fait. C'est-à-dire qu'on va dériver de la colère qui est légitime en ce qu'on va appeler la haine morale. C'est en général littéralement la haine, hein, parce qu'il fallait voir comment, entre 2019, j'étais attaqué ici sur Internet. Certains même, parfois, me voulaient même mort. Et je parle de ceux que vous voyez ces derniers temps en train de m'aduler en fait. Hein. Donc ils me voulaient clairement mort. Certains même ont fait des vidéos pour dire qu'ils étaient prêts à donner 2000 aux gens pour me casser les pieds. Ce qui est quand même bizarre, c'est que je les avais contactés pour leur dire que payer le billet, je viens vous me casser directement. Toi tu es aux États-Unis, bon paye-moi le billet, je viens tu me casses le billet directement là où tu es. Donc bon, voilà. Il faut commencer d'abord par imaginer un peu ce qu'on peut considérer comme mécanisme de projection. Les contestataires vont toujours projeter sur l'adversaire tout le mal. Le contestataire, c'est ce qu'il fait. Hein. Il se projette toujours, il va toujours projeter sur l'adversaire tout le mal. Tout le mal. Tout adversaire. Que ce soit un sardinat ou un ancien de son camp qui s'attaque à eux. Tout le mal. C'est persuadant qu'il incarne le bien absolu. C'est-à-dire que le gars est persuadé qu'il incarne le bien absolu. Toute nuance, écoutez bien, c'est là où c'est très intéressant. Toute nuance devient une trahison. Dès que vous nuancez dans cette situation-là, vous êtes un traître. Qui c'est qu'on a appelé traître pendant longtemps sur la toile? Ben, c'est lui. Donc, psychologiquement, en fait, comme j'ai dit, et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui parlait déjà même de ça. Freud parlait du mécanisme de défense. La haine de soi, ou la haine du système, pardon, qui est déplacée sur autrui. C'est-à-dire que les gens, ça c'est ce que Freud appelle le mécanisme de défense. C'est-à-dire qu'ils vont déplacer la haine qu'ils ont contre Paul Biya, du système Biya, envers toi. Le mécanisme de défense. Vous voyez, c'est vraiment le mécanisme de projection qu'il y a derrière ça. C'est à un moment donné, on prend toute la haine qui est contre Paul Biya. Moi, on m'a qualifié parfois d'être responsable de ce que le Cameroun était devenu. Je te jure, je n'ai jamais occupé la moindre responsabilité dans ce pays, mais j'ai des gens qui m'ont attaqué comme s'ils attaquaient Laurent Esso. Ils m'ont attaqué avec la même verve avec laquelle ils auraient attaqué Laurent Esso, qui est ministre depuis 40 ans. C'est un truc de fou, ça, quand même. Donc, il y a toujours aussi ce côté besoin d'identité. Il y a toujours ce côté, pardon, il y a quelqu'un qui me dit, oh la ferme, bloquer les gens, et je compte sur vous pour le faire. Hein. Ces gens-là, on ne les mute pas, on les bloque direct. C'est pas le mutage. Quand quelqu'un n'est pas capable de se concentrer, voilà, on peut muter quelqu'un qui poste le même commentaire débile plusieurs fois, mais quand quelqu'un est capable de se concentrer, il faut le bloquer directement. Il faut lui donner une chance d'aller regarder un bon film Netflix. Il faut apaiser sa peine. C'est important. Dans un combat politique, la loyauté devient parfois un totem. C'est ça le problème du combat politique. C'est pour ça que Simone Veil, donc Simone Veil qui n'est pas la ministre, mais la philosophe, disait que lorsqu'on fait la philosophie, lorsqu'on fait la politique, on est condamné à trahir. Il y a deux choses. Soit on va trahir son camp, parce qu'à un moment donné, ce que le camp va adopter est contraire à nos convictions personnelles. Donc, pour être en accord avec nos convictions personnelles, on va se détourner du camp. Et comme je vous ai dit tout à l'heure,
C'est détourner la nuance, c'est une trahison. Et donc, se détourner, nuancer ou refuser de cautionner ce que ton camp dit, c'est une trahison. Et donc, tu vas trahir ton camp. Ou alors, tu vas t'asseoir sur ta conviction personnelle, sur ton intégrité morale, pour suivre ce que le camp veut. Et à ce moment, c'est toi que tu trahis. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Simone Veil avait appelé le dilemme du politique, le dilemme de l'appartenance à un parti politique. C'est qu'on est, quoi qu'il arrive, condamné à trahir. Vous avez des gens aujourd'hui qui défendent, qui sont des personnes honnêtes, hein, qui ont passé toute leur vie à apprendre à leurs enfants les règles de morale de base. Ne pas mentir, être honnête, toujours défendre ce qui est juste, qui se retrouvent en train de défendre la victoire de Paul Biya malgré eux-mêmes. Parce qu'ils sont condamnés à le faire, ils n'ont pas le choix que de le faire. Ils sont mal à l'aise. Mais ils sont condamnés à le faire, à se taire. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas trahir son camp. Le coût est trop élevé. Il y a des gens, il y a des membres du Conseil constitutionnel qui ne sont pas d'accord avec la mascarade qui s'est passée là. Je vous dis, il y a les membres du Conseil constitutionnel qui ne sont pas d'accord avec la mascarade qui est là. Il y en a un qui a refusé de lire. Il a découvert les travaux le matin. Il fait partie du Conseil constitutionnel. Il est arrivé le matin. On lui a dit, tiens, lis ça. Il a dit, je ne lis pas, mon gars. Il a refusé. Il n'a pas lu. Mais il n'a pas dénoncé publiquement. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas trahir son camp. C'est le dilemme de l'appartenance à un camp. C'est pour ça d'ailleurs que je suis toujours heureux de ne pas appartenir à un camp. Je suis toujours à l'aise d'être dans un groupe où ce qui pilote le groupe, c'est la rationalité. Ça veut dire que si un jour je me plante et connaître me dit tu t'es planté, je ne vais pas voir là un problème. Parce qu'il va me donner des arguments suffisants pour montrer que ce n'est pas personnel. Et donc je suis à l'abri quand je suis dans un groupe de gens rationnels. Je ne risque pas ce genre de mes aventures. Je peux me tromper et quand on va me présenter les arguments, c'est aux arguments que je vais m'intéresser et non pas à la personne. Parce qu'on est tous mus par la rationalité. Mais quand vous êtes dans un parti politique, c'est pas la rationalité qui vous guide. C'est pas la rationalité. Donc, si on continue en... si on reprend aussi une phrase de Gustave Le Bon, dans la psychologie des foules, il dit que la foule révolutionnaire obéit souvent à des pulsions affectives, mais pas à la raison. La foule révolutionnaire va toujours être mue par des pulsions, mais certainement pas par la raison. C'est pas la raison qui guide la foule affective. La foule révolutionnaire, c'est toujours des pulsions. Et la colère juste va toujours se transformer en un ressentiment. Ça dit que il y a des gens, hein, clairement, ils sont en colère par rapport à l'injustice que subissent les Camerounais. Ils sont en colère par le fait qu'il n'y a pas d'eau potable. Ils sont en colère de tout ça, c'est légitime. Ils ne comprennent pas que je vis en France, j'ai l'eau potable. Et au Cameroun, mes cousins ne puissent pas avoir ça. Ils ne comprennent pas ça. Et cette colère qui est juste, très souvent va se transformer en un ressentiment. Et d'ailleurs, Nietzsche, dans ce qu'on appelle la généalogie de la morale, montrait comment le ressentiment transforme la quête de justice en une vengeance morale. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Au Cameroun, il y a des gens qui ont peur, qui disent, gars, Paul Biya, c'est vrai que je veux qu'il dégage. Mais quand je vois les gars, là, la rancœur, la rage qu'ils ont là, si on les met ici au pouvoir, ils vont faire ce qu'on appelle le macartisme. Le macartisme, c'est la chasse aux sorcières. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord vouloir régler leur compte de quoi donc. Et du coup, ça fait que même quelqu'un qui est contre Paul Biya se retrouve à te dire, gars, mieux reste d'abord Paul Biya, pardon. Père, papa, reste d'abord là-bas, s'il te plaît, parce que les gars, là, ils ne me rassurent pas, les mecs là. Donc, c'est pour ça que je vous dis que la colère juste va toujours se transformer en ressentiment. Et le ressentiment va transformer une quête de justice vraiment en une vengeance morale, quoi. Vengeance purement morale. Et comme je vous dis, hein, je sais de quoi je parle, parce que moi, tous ces étapes-là, je les ai subies. Et je les ai pas subies parce que j'ai trahi le groupe, j'ai quitté le groupe pour aller trahir les secrets dans un autre groupe. Non, je les ai juste subies parce que j'ai estimé que dans un groupe, s'il y a un mauvais élément, il faut l'écarter, point à la ligne. Point barre. Si dans un groupe, il y a un violeur qui se cache là, il faut le dégager, le violeur. Il n'a rien à faire là. J'ai pas à combattre auprès d'un violeur sous prétexte que la priorité c'est Paul Biya qu'il faut chasser. Jamais. Rien que pour ça, j'ai été traître pendant 3 ans, les gars. On a supprimé mes pages. Sur Facebook, je suis au moins à la 500e page. Hein. On a supprimé toutes mes pages. On m'a signalé comme un dangereux terreau. Si bien que quand j'ai créé un compte sur Facebook, le compte disparaissait dans la foulée. Parce que Facebook ne voulait pas que j'ai des comptes.
C'est ça que j'ai subi pendant 3 ans. Mon nom était une insulte. Dès que tu allais dans un live, tu commentais en bien de Serge, tu avais 100 commentaires de personnes qui t'insultaient toi. C'est ça que j'ai subi. Heureusement que je sais. C'est pour ça que ça ne me faisait rien en fait. Et j'ai joué avec vous. J'ai joué le sardine à fond, en défendant Paul Biafon pour vous énerver davantage. Quand vous êtes énervé, je vais rajouter l'énervement derrière. Il n'existe aucun moment où un débile peut s'énerver, il m'impressionne. Ça n'est jamais arrivé quand j'étais gamin. Ça n'arrivait même pas, même en CE1, ce n'est pas arrivé. Vous vous doutez bien que c'est pas aujourd'hui que ça va arriver. J'ai dit, il n'existe aucune situation où un débile peut s'énerver, ça m'impressionne. Ce n'est pas possible. Vous êtes énervé parce que vous êtes débile, je vais rajouter à votre énervement. Vous allez lire l'heure. Et les mecs, ils ont lu l'heure, mon gars. Est-ce que vous les avez encore vu m'emmerder? Je les ai essoufflés moi seul. Je les ai essoufflés littéralement. Ils ont compris que ça ne marche pas avec moi. Vous dites c'est un traître, pas de problème, je m'en vais voir l'ambassadeur, il me reçoit en grande pompe. Vous dites c'est un traître, je ponds une lettre d'excuses que j'ai inventée. Une lettre d'excuses où j'insulte comme toi. Je dis que non, on a été totalement fous, on était comme des drogués à croire que comme on pouvait gagner alors que la victoire appartient à Paul Biya. Oui, je fais ça. Vous vous énervez, vous vous étranglez. Je suis en paix avec ma conscience. Parce que je n'ai pas vendu mes convictions, mon ami. J'ai pas vendu mes convictions. Ceux qui me sont très importants, ils savent pourquoi je fais ça. Je sais jouer le sardinat. Si je veux jouer le sardinat, je suis bon, mon gars. Je suis très bon en sardinat, les mecs. Et c'est comme ça. Vous finissez, vous vous énervez, vous comprenez qu'il n'y a rien. Chaque fois que vous vous énervez, je surenchéris. C'est pour ça que quand je vois une direction que vous prenez, je vais directement vous attendre au bout. Quand j'ai dit l'Afrique, c'est ça, l'Afrique, la noirie, machin, vous venez me dire, toi, tu es quoi? Je te dis direct que je suis blanc. Tu vas maintenant encore dire quoi? Vous avez vu comment l'autre, je lui ai coupé le sifflet, non? Parce que si j'avais dit que moi, je suis africain, dit, ah, tu es africain, tu insultes aussi les Africains, on allait avoir un débat où je vais expliquer que je suis africain, mais je ne suis pas d'accord avec, on allait tirer de loin là. Je te dis direct, je suis blanc. Qu'est-ce que tu vas rajouter, mon ami? Une façon de te montrer que tous tes jugements de valeur, je m'assois dessus, je chie dessus, mon pote. Tu comprends ça ou pas? Je chie dessus. Le mec, il avait le sifflet coupé quand j'ai dit que je suis what, il allait encore dire quoi? Il a compris que c'était même pas la peine. Il a juste fermé sa gueule. Le temps que je le bloque, bien évidemment. Donc c'est pour ça que je vous dis que quand ce genre d'attaque, je les comprends parce que je sais d'où ça vient. Je sais d'où ça vient, c'est quelque chose qui est théorisé, ce n'est pas une surprise. Ça va impressionner quelqu'un qui est rentré dans les combats par surprise, par effraction, par hasard, sans comprendre. Sans comprendre. Il y en a plein qui ont déprimé. Hein. Il y a des gars qui ont quitté, qui ont disparu de Facebook parce que la vindicte qu'ils ont subie, ils n'ont pas compris d'où ça venait. Mais moi, je savais. Je savais très bien. Je sais très bien que parmi vous, là, certains crétins qui me disent, ah, on a beaucoup appris des démonstrations mathématiques. Il y a quelques crétins qui, dans 3 semaines, quand je vais défendre autre chose qui ne va pas dans leur sens, ce seraient les premiers à vouloir venir m'attaquer, à vouloir essayer d'expliquer partout combien je suis un homme bipolaire, je suis fou, combien j'ai une kikinette. Ça, c'est les arguments. Donc la contradiction, il y a toujours en fait une contradiction réelle entre la liberté et le dogmatisme. D'abord, Camus, dans L'Homme révolté, disait que la révolte devient meurtrière quand elle oublie sa mesure. Quand une révolte va oublier sa mesure, elle va devenir meurtrière. Et l'esprit de révolte doit refuser l'injustice. Je recommence. L'esprit de révolte doit refuser l'injustice, mais aussi refuser de devenir injuste à son tour. Vous ne devez pas commettre des injustices au prétexte que vous voulez réparer, vous battez pour les injustices. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que j'ai toujours dit que la justice populaire, elle est plus injuste que l'injustice qu'elle tend à corriger. La justice populaire est injuste. Je trouve qu'on ne doit pas tuer quelqu'un parce qu'il a volé un téléphone. Il faut quand même être un animal pour faire ça. Il faut être un animal pour considérer que quelqu'un mérite de mourir parce qu'il a entre toi, il a volé la télé. Il faut être un décérébré pour faire ça. Je vous dis sincèrement, il faut être un taré. Si vous pensez ça, vous n'êtes pas normal, les gars. Si vous pensez que quelqu'un qui a volé votre télé doit mourir, écrivez-le en commentaire, je vous dégage. Vous n'avez rien à faire ici. Vous êtes une giclure au vol, de haut vol. Vous n'êtes pas un être humain. Je ne peux pas avoir une considération pour vous. Vous êtes un animal. Vous êtes une grosse giclure. Et donc vous, sous prétexte que quand on arrête les gens qui ont volé, on les amène au commissariat, ils sont libérés le lendemain, ce qui est profondément injuste, vous décidez que désormais, quand on les arrête, on les tue. Vous êtes sérieux là, les gars? Vous êtes sérieux? Et elle est où la juste proportion? Si vous avez déjà assisté à une justice populaire, vous vous en êtes réjoui, vous êtes une grosse merde. Il suffit d'aller, je vous demande sincèrement de vous lever de votre chaise, allez vous regarder dans la glace de votre salle de bain, gerbez-vous et chiez-vous dessus. Vous êtes une grosse merde.
Vous ne pouvez pas voir on ôte la vie à une personne, vous êtes heureux. Vous ne connaissez pas l'historique de cette personne, l'historique qui a mené le gars à voler. Il subit sans doute les mêmes injustices que vous. À un moment donné, dans un moment de faiblesse, il a craqué, il a choisi la facilité. Et au lieu d'être compréhensif, vous l'achevez. Ainsi finira sa triste vie sur terre. Et vous êtes fiers de vous. Non, vous êtes une grosse merde. On a vu d'autres. Attraper des femmes, les déshabiller dans la rue, l'humilier, parce qu'elle a volé un pain. Vous êtes une giclure. Vous n'êtes pas un être humain. Et ils viennent parfois dire, le blanc nous a maltraités pendant la colonisation. Bah, sérieusement. Ah. On peut aussi même penser à... Parce que je vous dis que ce genre de choses, ce n'est vraiment pas une surprise, parce que même Hannah Arendt, dans les origines du totalitarisme aussi, disait que toute idéologie, même née d'un idéal de justice, peut engendrer une tyrannie si elle prétend posséder la vérité unique. C'est-à-dire que quand le taliban prétend que la vérité unique, c'est Kamto, il devient lui-même un tyran. Il devient lui-même Paul Biya. Il devient lui-même Congongo et Paul Biya. On a vu des gars tabasser les gens, aller arracher les cheveux des personnes parce qu'il fallait combattre Paul Biya. On a vu des gens faire ça, aller bloquer les artistes. C'est une tyrannie de faire ça. Ça n'a pas de sens. Les artistes eux-mêmes sont victimes. Ok, peut-être ils ne comprennent pas le combat, ils n'ont pas le courage que vous avez de vous battre, mais aller les empêcher de prester, c'est de la tyrannie. Aller arracher les cheveux des gens, c'est de la tyrannie. C'est de la tyrannie, les gars. Donc, même Sartre, d'ailleurs, quand il critique la raison dialectique, il dit que l'engagement est authentique seulement s'il reconnaît la liberté de l'autre. Vous voyez? L'engagement est authentique s'il reconnaît la liberté de l'autre. C'est pour ça que depuis, vous essayez de venir me dire Ekanga a dit ci, Ekanga a dit ça. Vous voulez que j'aille l'attaquer. Il a le droit de ne pas soutenir Chiroma. Il a le droit, il a des raisons d'ailleurs, hein, parce qu'il peut t'expliquer pourquoi il a listé les raisons pour lesquelles il ne mange pas de ce pain de Chiroma. Mais c'est son droit le plus absolu. On a parlé d'attaquer là-dessus. Le débat n'est pas est-ce que Ekanga aime Chiroma ou pas. Le débat, c'est qui a gagné l'élection de 2025. C'est juste ça le débat en fait. C'est la partie qui m'intéresse. Mais vous, comme vous êtes dans un totalitarisme, vu que vous défendez Chiroma, et Kanga lui aussi doit défendre Chiroma, et Kanga tu dois défendre Chiroma, tu dois défendre Chiroma, tu dois défendre Chiroma. Voilà, regarde quelqu'un déjà qui écrit, et Kanga c'est un traître. Oui, c'est ça. C'est ça le problème en fait. Et Kanga c'est un traître. Facile. Monte ici, tu m'expliques en quoi. Faites monter New Cameroun, s'il vous plaît. J'espère que tu as des arguments. Tu montes pas, on te bloque. Merci. Monte ici. Faites-moi monter New Cameroun, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'un traître, New Cameroun? On va d'abord commencer par fixer le concept. Qu'est-ce qu'un traître? C'est quelqu'un qui va à l'encontre du combat pour lequel... Bon, c'est quelqu'un qui va à l'encontre du combat général, en fait. Très bien. Si le combat général va à l'encontre de ses convictions personnelles, il fait quoi? Moi, perso, je suis contre. Il peut apporter ses réserves. Alors, je vais te donner un exemple. Moi, perso, je suis contre le viol. Je pense que toi aussi, on est d'accord? Oui. Ou peut-être pas. Pourquoi tu réfléchis avant de dire oui? Tu n'es pas contre le viol? J'ai dit oui. Ah, tu m'as fait peur. Donc, tu es contre le viol. Très bien. On est dans un groupe, il y a un violeur. On sait que si on dénonce le violeur, on va quand même prendre des sacrés coups. Notre combat va quand même chanceler. Donc, quelque part, dénoncer ce viol, c'est un peu affaiblir le combat. Mais moi, je suis contre, fondamentalement. Ça dépend de l'enjeu. Si je décide que non, je vais toujours être du côté de la victime. Et je ne vais pas laisser faire. Suis-je un traître ou pas, New Cameroun? Il y a des enjeux, quand on prend des décisions. Monsieur, tu peux répondre à ma question ou pas, putain? C'est pas possible, je te pose une question. Je t'ai mis un cas de figure direct. Je veux voir ta conception de traître. On est dans un groupe. On veut chasser Paul Biya. Dans le groupe, il y a un gars qui profite
Quand il va à chaque manifestation, il va dormir chez les femmes un peu esselées, là. Tu sais, les femmes, les vieilles femmes de Paris célibataires, là, qui n'ont pas, voilà. Il en profite pour les croiser la nuit, de force. Ces femmes n'osent pas dénoncer parce qu'elles ont peur de troubler le combat. Ces femmes viennent dire au procureur que je suis, et le procureur dit non. Au nom du combat, on ne peut pas laisser une telle injustice passer. On va dénoncer.